Moi, au début, je vends pas de drogue, je vole. Mais quand je vais en prison à 15 ans, pour moi, c'est l'école de la délinquance. La prison, tu rentres avec un CAP, tu sors avec un master en matière de délinquance. Donc là, en prison, encore une fois, dans la cour, dans la promenade, tout le monde me dit la même chose. Ouais, il faut vendre de la drogue pour réussir. Et c'est ça qui va te sortir de la misère, qui va un jour te permettre d'évoluer dans la vie. Mon quotidien, il était assez dur parce que mon père nous a laissé tomber pour partir en Côte d'Ivoire et ma belle-mère a été criblée de dettes. Donc on a grandi dans des quartiers, dans des vraies prisons à ciel ouvert telles que la Courneuve au 4000, un ghetto. Et puis après, on a été chez des cousins. Après, on a été dans d'autres villes comme Vitry-sur-Seine. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai échoué. Ouais, c'était un climat social assez particulier parce qu'on n'avait pas franchement d'argent. Abonnement aux services sociaux pour avoir de quoi manger, de quoi nous vêtir. Ma belle-mère travaillait en intérim, donc c'était plutôt difficile. J'étais un enfant de la rue, hein. J'ai jamais poursuivi des hautes études. Même en CM2, j'étais en échec scolaire. Mon grand frère, lui, à 16 ans, il a connu sa première incarcération. Bref, c'était pas franchement un exemple. Parce que notre appartement, c'était le supermarché pour tous les dealers, les toxicomanes de la cité. Je voyais des gars qui venaient, alors soit c'était des dealers qui venaient avec des plaquettes marron, c'était du shit, mais je ne le savais pas à cette époque, puis ils coupaient ça devant moi et puis ils comptaient leur argent, mais c'est un business qui doit bien marcher. Soit c'était les toxicos qui venaient pour aller dans les toilettes pour se shooter, quoi. Donc je me suis endurci par des coups, par des privations, endurci par mon quotidien. C'est vrai, quoi, quand tu fais les poubelles pour manger, à un moment donné, t'en as marre, quoi. Quand tu vois tes potes qui partent en vacances et que toi, tu galères à la cité comme un cafard, eh ben, tu t'endurcis, ouais, t'as envie de t'en sortir. C'est pas ce qu'on voit à la télé qu'on kiffe, quoi. Parce que pour l'instant, ceux qui passent à la télé, c'est ceux qui sont encore plus cool, quoi. Mais on voudrait bien que ce soit un peu plus hardcore, que ce soit plus peura. Il en faut pour tous les goûts. Il y a ça là pour les joie-bourgs. Et ben, nous, on voudrait bien, et j'ai rien contre lui, hein. Et nous, on voudrait bien qu'on soit pour les mecs du ghetto, quoi. Papa, tu m'entends? On a tout ça. Mon grand frère, très vite, lui, c'était le hip-hop. Alors, il se rattache à une bande, les Requins Vicieux. Cette bande, c'est beaucoup de gamins désocialisés, abandonnés par leurs parents, des enfants de la rue. C'est une famille de substitution. Et cette bande-là va se faire incarcérer rapidement. Je crois que mon frère a 16 ans, mais c'est toute la bande qui va se faire incarcérer. Et mon grand frère, c'est aussi quelqu'un qui, très vite, va se mettre à fumer du cannabis, à boire de l'alcool. Donc, par rapport à ses addictions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance psychique. Et moi, je suis un peu spectateur impuissant de la déchéance progressive de mon grand frère, parce qu'il va connaître plusieurs fois la prison et sous mes yeux, je vais voir sa vie décliner, quoi. Pour ma première incarcération à Bois d'Arcy, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, je suis le plus jeune de la maison d'arrêt, donc j'ai le droit à quelques avantages. 3 repas par jour, la télé dans ma cellule, un matelas, une couverture pour dormir. C'est mieux qu'à la maison. Moi, je vis dans un taudis, là, franchement, on me donne de l'attention et je pense que ça répondait quelque part à quelques attentes que j'avais. Pour la première fois, on s'intéresse à moi et on me donne à manger. Bref, c'est l'hôtel 4 étoiles. En plus, je suis avec mes potes. La prison, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la rue. Et cette incarcération, c'est pas une punition pour moi, mais une opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance, parce que à cet instant, c'est la seule issue pour me sortir de la précarité. J'ai toujours cru en l'existence du Tout-Puissant, du Créateur, de Dieu, mais j'ai toujours cru aussi que que Dieu avait des plans et des projets pour chacun. Et il y a un mot qui était récurrent à la cité, c'est le mot Hel Moktoub. Ça veut dire c'est ton histoire, c'est ton destin, c'est inéluctable, tu peux rien y changer, il faut l'accepter. Tu peux pas combattre la volonté de Dieu. Et moi, pour moi, Dieu m'avait placé sur la terre pour que je vive l'enfer. Donc, oui, Dieu existe, mais il ne m'aime pas. Il ne s'intéresse pas à moi. Ma vie, c'est une pseudo-vie, hein. Je suis un écorché de la vie. Au fur et à mesure du temps, je deviens un écorché de la vie, puisque je vais devenir malheureusement un drogué, je vais devenir un alcoolique, je vais devenir quelqu'un de violent, je vais rencontrer une femme, je vais avoir des enfants, mais il y a une souffrance dans mon cœur qui est telle que j'étais une épave. Hein. Au début, c'est une bière, mais à 16 ans, une bière, et puis là, j'ai une vingtaine d'années, c'est des bouteilles, c'est des litres de rhum, de 8-6, j'en sors pas, quoi, parce que ça vient colmater une souffrance. Il y a une souffrance dans mon cœur que rien ne serait altéré, ne serait ôté. Et la drogue, donc
L'ecstasy, drogue synthétique qui crée une euphorie, c'est un refuge. L'alcool, c'est un refuge. Et il n'y a que quand je me déconnecte de la réalité, quand je m'écrase le cerveau à coups de cachet, que finalement, j'ai un semblant d'existence. Mais c'est un piège. C'est un piège parce que je ne veux pas en sortir. Je fais une tentative de suicide parce que j'en ai marre, parce que je suis en burn-out, parce que je suis dépressif, parce que cette vie qui est la mienne, finalement, c'est un calvaire, quoi. En fait, après que j'ai fait une tentative de suicide, j'ai pas eu la force de me couper les artères, mais je me suis tailladé le bras. Et pour moi, c'était comme si je m'infligeais une punition. Voilà ce que la vie représente à mes yeux. Bam, bam, bam. Je me marque. Mais après, je vais défier la mort. En fait, la peur, c'est pas quelque chose qui va me diriger, même m'habiter. J'ai pas peur. Sous mes yeux, j'ai mes potes qui, voilà, ils sont là. Et puis quelques heures plus tard, ils sont morts d'une overdose dans une cave où ils se font tirer dessus. C'est comme ça. Ça semble être mon destin. Donc, j'ai pas peur de la mort et je fais des choses qui finalement attirent la mort vers moi. Et quand je prends des coups de couteau, c'est moi qui cherche mes coups. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient, tiens, je vais te donner des coups de couteau. Non, je deviens méchant. Je suis méchant. Je suis endurci. Je réalise pas que je suis en train de faire des choses qui mettent ma vie en danger. Mais je la jette en pâture, ma vie, parce que finalement, j'aime pas la vie, quoi. J'aime pas la vie. Si quelqu'un qui aime la vie, il défonce pas du matin au soir. Il va pas chercher la bagarre H24 ou voilà. J'aime pas la vie. Et là, il n'y a plus rien. Même mes potes qui me promettaient de toujours rester avec moi, de jamais me laisser crever, m'ont tous abandonné. Et pourtant, il y a une femme qui est là. Une femme qui est enceinte, avec laquelle j'ai 2 enfants, donc elle est enceinte de moi. Elle vient me voir. Là, je me pose quelques questions. Pourquoi elle est là? J'ai plus rien à lui donner. Elle est là, elle accepte d'endurer avec moi cette incarcération. En plus, c'est pas rien parce que j'encours une longue peine. Et elle me fait comprendre qu'elle m'aime et qu'elle veut faire sa vie avec moi. C'est complètement paradoxal parce que quelqu'un qui est en prison, finalement, on peut le laisser tomber, on peut lui tourner le dos, mais elle veut rester avec moi. C'est la seule personne qui me tend la main. Donc, voilà, Yanis, ok, tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre ce type de vie? Ils viennent te voir en prison et c'est ça la vie que tu veux leur offrir. Ta femme, elle t'aime, elle vient te voir en prison, est-ce que c'est ça l'avenir que tu veux lui donner? Donc, je commence à réfléchir. Eh ben non. Non, c'est pas la vie que je vais offrir à mes enfants, c'est pas la vie que je vais offrir à ma femme. Et puis, franchement, à force de tourner en rond dans la promenade, je me dis, mon avenir, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là. J'ai une vingtaine d'années, ok, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je veux assumer, mais mon avenir, en tout cas, il n'est pas là. Non, il y en a marre. Il y en a marre, il faut que je change. Mon frère, quand il sortait de prison, était de plus en plus violent et la drogue a été aussi un palliatif pour lui, alors quand dans un restaurant, il a une altercation avec une bande de jeunes qui décident de le finir en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Quand j'apprends ça, pour moi, c'est la plus grosse tragédie parce qu'on pense toujours que la mort, elle est pour les autres et jamais pour soi. Mais là, c'est mon frère qui est mort. Et ça a été l'événement le plus tragique de ma vie. Ça a été une mise à mort aussi pour moi. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête et quand je l'ai vu à l'Institut médico-légal où j'ai été reconnaître son corps, waouh, ça a été vraiment, j'ai même pas de mots pour décrire, si ce n'est des mots comme vengeance, colère, haine, malheur, qui venaient s'écraser dans ma pensée. Il suffisait simplement que je saisisse un mot pour repartir, rebondir en arrière. Mais moi, je me suis dit, en fait, je connais la fin de l'histoire. Fin de l'histoire, c'est que si je reviens et je remets en question les décisions que j'ai prises en prison, je termine au cimetière comme tous mes potes, malheureusement. Mon frère a fait des choix et je sais qu'il s'est jamais projeté dans un avenir serein, il s'est jamais vu comme père, il se voyait mourir à 30 ans. Je vais pas dire qu'on cherche pas la mort, hein, mais mon frère s'est vachement détruit. Alors moi, j'étais un petit joueur quand je te parle de dépression, parce que mon frère était quelqu'un qui était vraiment dépressif. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Mon frère allait pas bien. Il allait pas bien et je dirais qu'il aurait jamais dû mourir comme ça.
n'aurait jamais dû se retrouver dans ce restaurant où il avait eu plusieurs fois des altercations. Il ne devrait pas être là dans ce lieu. Et il était là, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas là pour nous le dire, mais il n'aurait pas dû être là. Et malheureusement, il est mort. Après, on peut toujours trouver tout un tas de choses. Mais voilà, la mort, quand elle vient, elle frappe. Il n'y a pas de machine arrière, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est triste, c'est une triste réalité. Moi qui avais enterré mon passif, qui à présent a mené une vie rangée, je me suis dit, Yanis, tu sais, tu as vécu des choses, tu as des expériences dans la vie qui peuvent servir à d'autres, dans le sens où tu en es sorti. Ouais. Alors j'ai commencé à écrire un livre, mon livre témoignage, qui s'appelle 52 964, c'est mon matricule. Et voilà, ça a été un outil pour moi pour partager un peu ma vie. Et ça a été aussi un exutoire. Et puis j'ai vu beaucoup de gens être interpellés par ce témoignage. Aujourd'hui, je parcours les prisons un peu de la francophonie, pas un peu, beaucoup même. Et je vois des anciens camarades et je peux témoigner voilà, de mon expérience avec Dieu, de mon cheminement avec lui. Et ils sont vraiment, vraiment interpellés. J'impose pas ma religion. Je partage mon vécu et les gens sont libres de faire des choix. Voilà, moi j'ai fait un choix dans ma cellule et ce choix m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous.